Bonjour, je vous invite à la découverte du véritable hôtel de Montluc, à Agen. La figure de Blaise de Montluc, maréchal de France, auteur de commentaires qui sont la Bible du soldat, selon Henri IV, est pour toujours attaché à sa résidence militaire, le château d'Estillac, bien connu des Agenais. En revanche, retrouver son hôtel particulier à Agen a été un véritable jeu de piste. Une tradition donne à une partie du musée d'Agen le nom d'hôtel de Montluc. On en aperçoit la façade aux 4 rue des Juifs. D'ailleurs, une notice du musée en donne l'historique, que je vous lis. Construit au début du XVe siècle, le château appartenait à un receveur d'étail condamné à mort, dont tous les biens sont tombés dans le domaine royal. Henri II offrira l'hôtel à Diane de Poitiers, qui cédera à son tour l'hôtel à Marie Stuart, reine d'Écosse. Celle-ci le vendra en 1563 à Blaise de Montluc, gouverneur de Guyenne, qui cédera l'hôtel à son fils Jean, évêque de Condom. La question semblait donc bien tranchée. Mais voilà, une recherche approfondie dans les archives a démontré que Montluc n'a jamais occupé cet hôtel. Il faut lire à ce sujet l'article de Bénédicte Bousquet, notre présidente, qui est péremptoire. Une vidéo est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube de l'Académie. Mais avant de chercher une demeure de Montluc, à Agen, eh bien, comme en mathématiques, il faut en faire la preuve de son existence. Or, dans les comptes communaux de 1565, on trouve une dépense faite pour 13 charrettes de sable pour raccommoder le pavé de la rue de Montrevel devant le logis de Monsieur de Montluc. Il y a donc bien un objet à trouver au bout de notre jeu de piste. Alors, si nous résumons la notice lue précédemment, il nous faut retrouver dans Agen un immeuble ayant eu comme possesseur successifs notre receveur d'étail condamné à mort, Diane de Poitiers, Marie Stuart et enfin Montluc. Le nom de Diane de Poitiers interpelle et fait immédiatement penser au cas du château de Fontiroux, sur lequel le chanoine Marboutin a écrit un article en 1902, un article qui fait un portrait au vitriol de Diane de Poitiers. Eh bien, tout en la noircissant à l'extrême, il va nous apporter à nous des lumières. J'en lis un extrait. Fraîche, froide, impérieuse, méchante et avide, elle est d'une avarice incroyable. Le roi la comble. Elle spécule sur tout, sur les ventes des charges, sur les bénéfices des confiscations. Pour augmenter sa fortune, des biens d'un pauvre receveur d'étail, elle exécute Guy de Godaille à dénoncer, pardon, elle excite Guy de Godaille à dénoncer son parent, Robert de Godaille, seigneur de Fontiroux. Le roi fit cadeau des biens de ce dernier à son avare maîtresse. Voilà donc un précédent pour l'appropriation par Diane de Poitiers des biens d'un receveur d'étail. Eh bien, à ce point, il faut rappeler ce qu'étaient les confiscations royales et leurs circonstances. Après la défaite de Pavie, la rançon payée à Charles Quint avait vidé les caisses du Trésor royal. Or, il se trouvait que quelques grands argentiers de France n'en étaient point démunis. Une commission royale fut instituée en 1527 pour leur faire rendre gorge. Vous avez ici à droite les noms des premiers de cordée au gibet de Montfaucon, qui sont Jacques de Beaune, Louis Ponchet et notre Robert de Godaille, l'Agenais. D'autres préférèrent s'exiler.
s'exiler. Par exemple, Antoine Boyer, qui s'exila à Venise, mais en contrepartie, son beau château de Chenonceau lui fut confisqué. Henri II, plus tard, fit cadeau des confiscations royales à sa maîtresse Diane de Poitiers, qui ainsi devint propriétaire donc de Chenonceau, qu'elle garda, et de Fontiroux, qu'elle revendit aussitôt, car c'était une bien piètre seigneurie, et bien moins prestigieuse. La recherche historique passe par des détours qui en font une promenade dans le passé pleine d'imprévus. C'est en suivant les pas d'un historien de Montesquieu que nous allons aboutir à l'hôtel de Montluc. Donc, merci au regretté Jacques Clémence pour ses recherches sur les ancêtres de Montesquieu. Grâce à lui, le receveur condamné à mort est identifié. C'est Pierre de Segondat, receveur des tailles en Armagnac, qui acheta la seigneurie de Roques, dans le Gers, en 1529. Accusé de malversation, il fut condamné à la pendaison par contumace en 1560 et ses biens furent saisis. Or, Pierre de Segondat a un fils, Jean de Segondat, qui apparaît où donc? Eh bien, qui apparaît dans le testament de Montluc, fait en faveur de son fils Jean, évêque de Condom, là où est la clé de l'énigme. En effet, lisons cette partie du testament. Aussi lui donne et lègue ma maison cise à Agen, que j'ai acquise ci-devant de Jean Segondat, sieur de Roques, et de la reine d'Écosse. Remarquons bien qu'il y a deux acquisitions, celle faite de Jean de Segondat et celle faite de la reine d'Écosse, Marie Stuart. Nous en parlerons après. Alors nous en avons une confirmation, s'il en fallait une preuve supplémentaire, dans les archives de Puy-Roquelaure, qui sont actuellement en main privée, et qui nous donnent la date de la confiscation. Arrêt du Grand Conseil rendu entre Monsieur le procureur général du roi, la reine d'Écosse douairière de France, c'est le titre de Marie Stuart. Maître Jonathan Petit, curateur ordonné aux biens de feu Maître Pierre de Segondat, trésorier de France général en Guyenne, qui adjuge à la reine d'Écosse tous les biens du dit de Segondat. Le dit arrêt en date du 18 septembre 1563. Nous voilà donc en face de la véritable chaîne de transmission, qui est plus courte que la précédente. Pierre de Segondat, le portrait est une fantaisie, bien sûr. Marie Stuart et enfin Montluc. Alors, on voit bien que Diane de Poitiers est absente. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Diane a offert à Marie Stuart les confiscations royales lors de son mariage avec le dauphin François en 1558. Diane de Poitiers, en effet, était très amie avec la future dauphine Marie Stuart. Et Marie Stuart, pas plus que Diane de Poitiers ne va garder Fontiroux, Marie Stuart n'avait aucun intérêt à garder un hôtel en Agenais, donc elle le met aux enchères pour 2000 livres, prix de base, en 1563. Parions que Montluc, qui va se porter acquéreur, n'a rencontré aucune personne qui surenchérisse contre lui. Donc, nous allons toucher au but. Il ne reste plus qu'à feuilleter le registre de la taille de 1566 attentivement, c'est-à-dire le cadastre, à la recherche de l'article de Pierre de Segondat. Eh bien, il faut aller à la page 50, comme vous voyez en haut à droite de la photographie. Et nous lisons ceci. Au quartier de Bézat, les héritiers de feu maître Pierre Segondat, en son vivant général en Guyenne, pour une grande maison au-devant la place de Montravel, allant depuis le carrero du Petit Paradis jusqu'à la maison de maître Bernard Nargassier, où il y a un grand jardin et basse-cour, 3 sous. Alors les 3 sous sont la taxe foncière de l'époque.
Le plan de Lemay est bien péremptoire pour localiser cette maison. Vous voyez la rue du Paradis, qui est l'ancienne rue du Petit Paradis. Vous avez la place de la Loi, qui est en fait la place Montrevel, la rue de la Loi, qui est la rue Montrevel, actuellement rue Chaudordy. Et donc, vous avez encerclé la maison appartenant à la reine d'Écosse, mise aux enchères. Alors à ce corps de logis qui est cerclé sur l'image, il faut ajouter le bâtiment en retour d'équerre qui, lui, vient de Jean de Secondat, son fils, et qui a été acheté dans une vente normale. Et tout ceci constitue la grande maison dont on parle, avec son jardin à carreaux, qui est bien caractéristique. Donc, voici le véritable hôtel de Montluc qui faisait face au palais de justice, c'est-à-dire la mairie actuelle. Alors, une question. Montluc avait-il les moyens financiers pour se porter enchérisseur? Eh bien, il lui fallait au moins 2 000 livres pour la maison de Marie Stuart, plus, mettons, 1 000 livres au bas mot pour celle de Jean de Secondat, la maison en retour d'équerre, 3 000 livres. Eh bien, un mémoire privé d'un petit seigneur de la Genève, proche de Verteuil, va nous rassurer. Voici ce qu'il dit. En 1562, il m'a fallu bailler 2 000 écus à messieurs de Montluc et de Bury et autres pour la paye des soldats. Item pour faire les présents aux capitaines qui se sont employés à la conservation du bien. En fait, c'est une rançon destinée à éviter le pillage de son château. Comme 2 000 écus font 6 000 livres, même s'il a fallu partager avec le sieur de Bury, rassurons-nous, les fonds étaient disponibles pour Montluc. Ainsi, le 25 mars 1565, Montluc put célébrer le baptême de sa fille, Charlotte Catherine de Montluc, avec pour parrain Charles IX, d'où Charlotte, et pour marraine Catherine de Médicis. Et les 13 charrettes du marchand de sable comptabilisées en 1565 ont eu un but bien précis, raccommoder le pavé devant le logis de Montluc pour recevoir dignement la cour de France. Alors, quel fut le destin de l'hôtel de Montluc et pourquoi sombra-t-il dans l'oubli? Eh bien voilà, en 1580, Jean de Secondat, seigneur de Roc, fait réhabiliter son père et se fait restituer l'hôtel Montluc, qui fut donc connu tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles sous la dénomination d'hôtel de Roc. Je renvoie à l'ouvrage de Lauzun, Philippe Lauzun, Souvenirs du vieil Agen, un ouvrage très intéressant, très détaillé. Ainsi, on apprend qu'en 1621, il fut loué au consul pour y accueillir Louis XIII et la reine après le siège de Clairac. Le nom de Montluc disparut en conséquence jusqu'au XIXe siècle, quand on crut avoir localisé son logis proche du musée des Beaux-Arts. Vous en aurez tous les détails dans la revue de la Genève de décembre 2024. Je vous remercie.